Bonjour Juan Branco, merci d'avoir accepté cette interview pour le Paper News. Nous sommes aujourd'hui à l'Adagio Hotel en plein cœur de l'île. Alors nous allons aborder tout d'abord votre livre, Crépuscule, aux éditions Au Diable Vauvert, mais également votre vision de ce système politique que vous connaissez si bien. Et à ce propos, dès le premier chapitre de votre livre, vous parlez d'un scandale démocratique majeur. Alors ça m'interpelle forcément. En guise d'introduction, pourriez-vous évoquer la critique que vous adressez à l'égard de la classe politique actuelle ? Je pense qu'il y a un élément fondamental qui fait qu'il y a une déprise démocratique dans ce pays, c'est ce que j'appelle l'oligarchisation de l'espace médiatique. C'est quelque chose auquel vous serez confronté à l'avenir, parce que vous allez devoir intégrer des rédactions nationales qui sont sous une emprise économique extrêmement importante. Il y a eu toute une série en fait, de raisons structurelles qui ont amené à l'asservissement d'une partie de la presse nationale. À partir des années 90, où il y avait encore beaucoup de moyens pour fabriquer l'information, il y a eu toute une série de bouleversements, notamment technologiques, tout simplement, qui ont fait qu'il y a eu un déport des ressources qui allaient aux médias, notamment des ressources publicitaires, vers des plateformes d'intermédiation que vous connaissez tous, Google, Facebook et compagnie, qui ont fait que la capacité d'indépendance des rédactions s'est fragilisée, non seulement d'un point de vue de moyens de production, mais aussi de prestige et du coup de capacité à maintenir son autonomie par rapport aux espaces politiques et économiques. On en est arrivé à une situation catastrophique qui s'est accélérée ces 15 dernières années. Et je reprends des chiffres qui sont assez connus. On en est aujourd'hui dans une situation où 90% de la presse écrite en termes de lectorat est détenue par 10 personnes et 45% de la presse audiovisuelle, donc radio et télévision en termes d'audience. Ces 10 personnes, ce que je décris dans le livre, sont des personnes que j'ai fréquentées, rencontrées. C'est des personnes, c'est même pas des personnes éclatées, c'est des personnes qui vivent dans des petits périmètres au sein de Paris, qui travaillent souvent ensemble, parfois couchent ensemble, font des familles ensemble. C'est le cas de Bernard Arnault et Xavier Niel, qui sont détenteurs quand même à tous les deux du Parisien, des Échos, du Monde, de l'Obs et quelques autres. Justement, vous parlez beaucoup de Xavier Niel dans Crépuscule, et on voulait vous poser la question, quel regard vous portez de manière plus globale sur la presse aujourd'hui ? Donc justement, à partir de cette crispation qui a fait que les journalistes ont perdu leur contrôle sur leurs moyens de production, donc Le Monde par exemple a perdu son indépendance en 2009, suite à un coup oligarchique que je décris de façon assez courte dans Crépuscule, mais qui mériterait d'être développé, où Sarkozy, furieux face au traitement que Le Monde lui infligeait, demande à ses amis, Lagardère, Bernard Arnault et Bolloré, de couper les bourses du Monde en tout simplement retirant tout l'espace publicitaire. Ils refusent. Par contre, ce qu'ils font, c'est qu'ils retirent leurs médias imprimés des imprimeries du Monde. Et en fait, ils mettent en situation de faillite technique les imprimeries du Monde et forcent le Monde à trouver un repreneur qui va être Xavier Niel, qui va se présenter comme le garant de l'indépendance du Monde, tout en allant toutes les semaines à l'Élysée. Très bien. Dans ce livre, vous semblez également attaquer la légitimité d'Emmanuel Macron, disant qu'il serait placé là finalement par de grands patrons médiatiques, tels que vous venez de le dire, et dont il dépendrait presque. Or, il a tout de même été élu démocratiquement, donc dans quelle mesure peut-on réellement remettre en cause son pouvoir par ce fait ? Si vous choisissez de consommer un produit lorsque vous n'avez qu'une seule alternative, dont tout le monde vous dit qu'il est empoisonné, est-ce que vous avez la liberté de consommer ce produit qui par ailleurs vous est essentiel pour vous nourrir ou pour l'opposition n'est plus crédible aujourd'hui en France. Donc la question qui se pose, c'est la liberté de vote, elle ne doit pas être que formelle. Si vous votez pour A, alors qu'on vous a expliqué que A n'était pas B, alors qu'en fait il est B, mais en fait votre vote ne sert strictement à rien. L'information, la liberté d'information, le pluralisme d'information et l'information du citoyen est essentiel pour permettre à la démocratie d'être démocratie. Et donc à partir de là, la légitimité d'Emmanuel Macron, ce n'est pas moi qui le dis, on l'a bien vu dans la réaction populaire à son gouvernement et la violence qui s'est déployée dans le pays depuis qu'il a été élu, c'est le symptôme d'une incapacité en fait à avoir une assise populaire, une assise institutionnelle et une légitimité suffisante pour mener les politiques qu'il mène. Et après, ce que je décris par ailleurs, c'est qu'une grande partie des politiques qu'il mène, je commence par décrire le CICE par exemple, qui est une politique qu'il a mis en place avec Jérôme Cahuzac, qu'il a fait adopter dans le groupe de la Rotonde en 2011 lors de la campagne de François Hollande, qui préparait justement les mesures économiques que François Hollande viendrait prendre. Ce sont des mesures économiques qui visent à se constituer un capital politique, c'est-à-dire à séduire une partie de la société française, la plus aisée, celle qui est le plus en mesure de donner accès à des médias, à des ressources financières pour construire mais aussi à leur carnet d'adresses, pour construire votre carrière politique. Et ces mesures ont un coût très important. Et ont un coût très important non pas pour eux, mais pour l'ensemble de la collectivité. Près de 100 milliards d'euros pour le CICE,
qu'il faut payer un moment. Comment est-ce que Emmanuel Macron a fini par tenter de faire payer ce trou dans le budget de l'État qu'il avait créé donc avec Jérôme Cahuzac pour s'introniser politiquement au sein de l'espace politique. C'est pas quelqu'un qui a traversé des élections successives comme l'ensemble de nos anciens présidents de la République. C'est quelqu'un qui était propulsé à un rang de ministre sans avoir jamais été élu, ce qui est quand même en soi significatif, avant, à partir de là, d'utiliser les ressources de l'État pour faire une campagne et se faire connaître des Français. On se souvient de l'affaire de Las Vegas, ceux qui ne le savent pas pourront le voir dans mon livre ou tout simplement sur Internet, ce qui a produit la nomination de Muriel Pénicaud, dont on sait l'immense talent et dont on se demande pourquoi est-ce qu'elle est là si on ne connaît pas cette affaire. Enfin bref, ces captations de ressources au service d'un destin politique, ces transformations de capital, de ressources d'État en capital politique individuel, se payent, et elles se payent comment? En l'occurrence, on l'a su grâce au Macronix, c'est quelque chose que j'ai révélé en décembre 2018, le conseil fiscal d'Emmanuel Macron, Laurent Martel et Alexis Collère, qui est aujourd'hui secrétaire général de l'Élysée, qui échangent entre eux en 2016 en disant comment est-ce qu'on va faire pour financer le CICE? On va inventer la taxe carburant. Et qu'est-ce qu'on va faire pour faire passer la taxe carburant? On va prétendre que c'est pour financer la transition écologique. Dans votre livre, vous dites il était temps de le révéler et face à un pouvoir nous menaçant d'effondrement, de se soulever. Est-ce que pour vous, le mouvement des Gilets jaunes est-il pleinement l'incarnation de ce que c'est que la révolution pour vous et comment on peut faire la révolution? Ça a été une révolution avortée. Une révolution avortée qui a été écrasée par un autoritarisme qui dépasse de loin celui dont sont capables certains des régimes que l'on considérait jusqu'ici comme étant les plus diaboliques de nos civilisations de notre temps. Souvenez-vous des arrestations massives d'opposants menées à bien par Poutine il y a quelques mois. 1200 personnes ont été arrêtées. La France a essayé de s'indigner. Poutine a immédiatement répondu « Écoutez, vous avez fait arrêter 10 000 personnes ». La révolution populaire par la rue, c'est le mode de révolution que vous préconisez le plus? Est-il le plus efficace? Non, c'est celui que j'ai préconisé à un moment où, à mon avis, il y avait une trahison des clercs, une trahison des élites qui sont chargées par le peuple de défendre leurs intérêts en démocratie. Les classes bourgeoises, qu'elles soient intellectuelles ou politiques, n'ont que ce rôle et n'ont accès à une série de privilèges et de ressources que pour défendre les intérêts de ceux qui n'ont pas les moyens financiers ou temporels tout simplement pour se former, pour exercer directement un mandat politique. Elles n'existent que par cela. Elles ont oublié qu'elles existaient de ce fait, les élites technocratiques aussi. Elles sont rentrées dans une phase de pillage assez ahurissante. Je décris comment l'inspection générale des finances, qui est censée contrôler l'accès aux ressources de l'État, est devenue au contraire une façon d'y accéder pour les soustraire à l'État, comment des hauts fonctionnaires comme Denis Oliven ou Thierry Breton ont constitué des fortunes de plusieurs dizaines de millions d'euros parce qu'ils étaient à l'intersection des pouvoirs publics et du privé, au lieu justement d'essayer de les limiter, de défendre l'intérêt général. Et donc face à cette trahison généralisée, il n'y avait plus d'autres moyens d'accès à la contestation, à la défense des intérêts des plus fragiles et des plus modestes de la société que la rue. Est-ce que c'est la seule solution? Non, je ne pense pas. Le 5 décembre va être un moment clé. Ça va être un moment où on va comprendre si l'on peut provoquer une bascule à travers cette lutte par le bas, ou si les trahisons des dirigeants syndicaux successives qui ne cessent d'intervenir depuis quelques années vont l'empêcher et vont faire qu'il faudra réfléchir à la préparation d'une alternative institutionnelle dont les forces progressistes sont aujourd'hui parfaitement incapables. L'infantilité absolue dans laquelle sont plongées les forces que l'on dit progressistes, et notamment la France insoumise, qui n'arrive pas à se mettre d'accord, y compris sur une seule tribune, et rentre dans tous les pièges qui leur sont tendus par un espace médiatique complètement oligarchisé. Écoutez, c'est quelque chose qui me semble sidérant. On est à la veille d'une crise sociale majeure, et on est parfaitement incapable de se montrer à la hauteur de notre temps. On est non seulement à la veille d'une crise sociale majeure, on est à la veille d'une crise politique d'autant plus importante parce que le néofascisme auquel on est confronté aujourd'hui, avec, je rappelle, je vais insister, 10 000 arrestations, 3 000 blessés, 25 personnes qui perdent un œil pour avoir exprimé leur idée, peut donner naissance à quelque chose d'encore plus violent si l'on arrive à nous imposer ce duopole entre Emmanuel Macron et Le Pen, comme M. Macron tente de le faire depuis plusieurs mois, non seulement parce que les Français ne se laisseront pas imposer cette alternative, mais parce qu'ils risqueront de privilégier Mme Le Pen à M. Macron pour justement essayer de dégager cette élite politique à laquelle ils croient à tort que Marine Le Pen n'est pas intégrée. D'accord. Vous dénoncez les mécanismes d'une société qui serait presque élitiste dans votre définition et qui favoriserait finalement ceux qui sortent de grandes écoles. Or, vous avez côtoyé les bancs de l'école alsacienne, de l'ENS, Sciences Po, de la Sorbonne. Est-ce que cela ne vous a pas aidé dans vos expériences professionnelles? Auriez-vous eu cette notoriété et surtout cette visibilité sans cela? Mais c'est évident que c'est à travers ce truchement, et seulement grâce à ce truchement, que j'ai eu accès à
cette capacité d'influence. Vous dites pourtant le regretter dans votre livre. Non, ce que je regrette, c'est que ce soit le déterminant aujourd'hui social et qu'il soit absolument impossible de passer par des alternatives pour peser sur le destin de nos sociétés d'une part, et que les seules personnes qui aient accès à ces institutions soient des fils de privilégiés, qu'il y ait aujourd'hui 1% de fils d'ouvriers et 4% de fils d'employés à Normal Sup, et des chiffres parfaitement similaires à Polytechnique, et ainsi de suite. Sans parler évidemment des grands corps de l'État, où là c'est même plus par rapport aux classes populaires qu'il faut calculer, mais au niveau de l'aristocratie et des enfants des anciennes élites aristocratiques qui sont encore dominants dans ces espaces-là. C'est cela qui est aujourd'hui à remettre en cause fondamentalement. Ces outils ne sont plus des outils de méritocratisation de la société, au contraire, c'est des lieux de reproduction pure qui créent de la médiocrité de façon vraiment galopante, qui créent un entre-soi où il est devenu beaucoup trop facile d'accéder lorsque vous appartenez à telle ou telle classe de la société et qui par conséquent dégrade la qualité de vie de millions de personnes en France parce qu'on n'a plus d'élite politique à la hauteur, ni d'élite économique. Et donc on est dans un effondrement progressif de notre société et de la France en tant qu'ensemble. Très bien, ce sont sur ces mots, Juan Branco, que nous achevons cet entretien. Merci à nouveau pour votre présence. Rappelons que votre livre Crépuscule est toujours disponible aux éditions Au Diable Vauvert. Merci également à vous, chers étudiants, chers amis du Paper News, et vous pourrez retrouver cette émission sur notre site. Merci à tous.